J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. On entend énormément parler des secrets des riches. C'est un terme qui revient sans cesse sur YouTube, dans les livres, dans les conférences et même dans les formations en ligne. Et presque toujours, on nous promet la même chose. Une sorte de raccourci mental, une formule magique, un comportement mystérieux qui transformerait une personne ordinaire en personne riche en seulement quelques mois. Je vais être très direct avec vous dès le début. Ce genre de promesse n'existe pas. Ce que j'ai cherché à comprendre en préparant cette vidéo, ce n'est pas ce que les gens riches disent d'eux-mêmes dans les interviews promotionnelles, mais ce que montrent réellement les données quand on regarde froidement les trajectoires sur le long terme. Des trajectoires de patrimoine, d'entrepreneuriat, d'investissement, de carrière. Ce que l'on observe quand on suit des milliers de personnes pendant 20, 30 et parfois 40 ans. Et ce qui ressort est à la fois très simple et très peu sexy. La richesse durable n'est pas un événement. C'est un processus. Et le premier élément fondamental que l'on retrouve presque systématiquement chez les personnes qui deviennent riches, c'est qu'elles ne pensent pas en termes d'objectifs isolés, mais en termes de système. En effet, la plupart des gens pensent comme ceci. Je veux gagner tant d'argent, je veux atteindre tel niveau de vie, je veux devenir millionnaire. Ce sont des objectifs, des points fixes dans le futur. Les personnes riches, elles, se posent une autre question. Elles se demandent quel est le mécanisme qui, s'il fonctionne correctement, va produire de la valeur de manière répétée, même quand je ne suis pas en train d'y penser activement. Un système peut être une entreprise avec un modèle économique reproductible. Cela peut être aussi un portefeuille d'actifs qui génère des revenus. Ça peut être une compétence rare qui se monétise de mieux en mieux avec le temps. Et aussi une plateforme, un réseau, une réputation, ça peut être plein de choses. L'objectif, c'est l'endroit. Le système, c'est le moteur. Et quand on a un moteur qui fonctionne, on n'a pas besoin de courir en permanence, le moteur avance pour vous. Une fois que l'on a compris ce point, il est très important de comprendre profondément l'effet cumulatif. On parle souvent de l'intérêt composé en finance, mais on oublie que ce principe s'applique à presque tout. L'argent composé, les compétences qu'on pose, les relations qu'on pose, la crédibilité qu'on pose et enfin la confiance qu'on pose. Ce que les personnes riches ont intégré très tôt, souvent de manière presque intuitive, c'est que le temps est leur allié le plus puissant. Elles ne cherchent pas le coup spectaculaire, elles cherchent le petit avantage répété suffisamment longtemps pour devenir énorme. Quand on regarde les données, on s'aperçoit que ce qui fait la différence n'est presque jamais le niveau de revenu maximal atteint à un moment donné, mais la durée pendant laquelle on reste dans une trajectoire ascendante. Autrement dit, ce n'est pas la hauteur du saut qui compte, c'est la longueur de la pente. Et c'est pour cela que beaucoup de trajectoires de richesse paraissent ennuyeuses vues de l'extérieur. Elles sont lentes, progressives, presque invisibles pendant des années. Puis soudainement, elles deviennent spectaculaires. Mais uniquement parce que le cumul a eu le temps de faire son travail. Le troisième élément clé est peut-être l'un des plus mal compris. C'est la manière dont les personnes riches pensent le risque et l'échec. Dans la vie classique, l'échec est quelque chose à éviter. Il est vécu comme une perte sèche. Perte de temps, perte d'argent, perte de statut et même perte d'estime de soi. Et on nous éduque très tôt à minimiser ce risque. Mais les personnes riches ne cherchent pas à éviter l'échec. Elles cherchent à structurer des situations où l'échec est peu coûteux et la réussite potentiellement très rentable. C'est ce que l'on appelle une asymétrie favorable. Elle multiplie les tentatives peu risquées. Projets parallèles, investissements diversifiés, expérimentation, apprentissage. Elles savent très bien que la majorité ne fonctionnera pas. Mais elles savent aussi qu'une seule réussite significative peut compenser 10, 20 ou 50 tentatives infructueuses. Et surtout, elles ne s'identifient pas émotionnellement à chaque tentative. Leur ego n'est pas en jeu à chaque projet.
Ce qui est en jeu, ce n'est pas moi, c'est une hypothèse testée sur le réel. Le quatrième point est presque contre-culturel. Les personnes riches investissent avant de consommer. La norme sociale est l'inverse. On gagne de l'argent, on améliore son niveau de vie, puis on épargne ce qui reste, si quelque chose reste. Les personnes riches inversent cette logique. Elles considèrent que l'argent est d'abord une graine, ensuite un outil, et seulement en dernier lieu un moyen de confort. Elles se demandent systématiquement, est-ce que cet euro travaille pour moi, ou est-ce qu'il disparaît ? Ce n'est pas qu'elles se privent indéfiniment, c'est qu'elles ont compris qu'il existe un ordre logique. D'abord construire la machine, ensuite profiter de ce qu'elle produit. Le cinquième point est plus psychologique. Les personnes riches ont une tolérance à l'inconfort nettement supérieure à la moyenne. Elles acceptent de vivre longtemps sans validation. Elles acceptent de paraître en retard socialement. Elles acceptent de différer des plaisirs que beaucoup considèrent comme normaux. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus fortes moralement, c'est parce qu'elles ont internalisé une équation simple. L'inconfort temporaire est le prix de la liberté future. Et comme elles croient réellement à cette équation, l'inconfort devient supportable. Il a un sens. Le sixième point concerne la relation émotionnelle à l'argent. Pour beaucoup de gens, l'argent est une mesure de valeur personnelle, une compensation, un symbole, parfois même une revanche. Pour les personnes riches, l'argent est étonnamment neutre émotionnellement. Ce n'est pas une récompense, c'est un levier, un moyen d'acheter du temps, de réduire du stress, d'augmenter la marge de manœuvre. Et paradoxalement, c'est parce qu'elles sont moins émotionnellement attachées à l'argent qu'elles sont meilleures pour le gérer rationnellement. Et enfin, le septième et dernier point, souvent sous-estimé, c'est le rôle de l'environnement humain. Nos comportements sont profondément influencés par ce qui est perçu comme normal autour de nous. Par la manière dont nos proches parlent de l'argent, du risque, de l'ambition, de l'échec et du succès. Les personnes riches ne laissent pas cela au hasard. Elles choisissent consciemment leur environnement, leurs partenaires, leurs collaborateurs, leurs mentors et tout leur cercle finalement. Pas par mépris, ni par snobisme, mais parce qu'elles savent que l'environnement façonne les standards mentaux et que les standards mentaux façonnent les trajectoires vers leur réussite. Et finalement, si je devais résumer tout cela en une seule phrase, ce serait celle-ci. Les personnes riches ne cherchent pas à devenir riches. Elles construisent une manière de vivre qui rend la richesse presque inévitable. Alors non, il n'y a pas de secret magique, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule universelle. Il y a des structures, des décisions répétées, des renoncements temporaires, des choix impopulaires et surtout, beaucoup de patience. Et c'est peut-être ça le vrai paradoxe. La richesse n'est pas inaccessible, elle est simplement incompatible avec la manière dont la plupart des gens vivent aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que rien de ce que nous avons évoqué n'est réservé à une élite particulière. Ce sont des comportements, pas des gènes, des structures, pas des privilèges mystiques. Et cela signifie que si on le souhaite vraiment, on peut commencer à se placer dans une trajectoire différente. Pas pour être riche demain, mais pour devenir la personne pour qui la richesse devient avec le temps une conséquence logique. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de vous abonner, mais je vous invite cependant à faire un tour quand même sur la chaîne. Peut-être qu'une autre vidéo pourra vous inspirer et vous aidera, je l'espère, à devenir de meilleurs investisseurs. C'était Aledia, à très vite pour une nouvelle vidéo.